Bonjour la relève, bienvenue à Version Finale, le podcast qui vous permet de procrastiner 1 heure sans culpabiliser. Aujourd'hui, mon invité, je dirais que c'est une force tranquille du cinéma et de la télé québécoise. Par force tranquille, je veux dire, pour moi, c'est un artiste qui a un immense respect pour le médium, et je vais y revenir. Pour vous faire une courte liste, il a réalisé Nouvelle Adresse, Rupture, Cheval Serpent, Fatale Station, Camion, etc., etc. La liste ne finit plus de finir. Cheval Serpent 2, je veux préciser. Ah oui, Cheval Serpent 2. Seulement, c'est tout. Juste 10 ou 12 épisodes? 10. Juste 10 épisodes, c'est rien. Ouais. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois Raphaël Ouellette. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Je dis force tranquille, je parle de respect parce que pour moi, ce qui m'a frappé quand je regardais un peu ce que tu as fait, et en date, la dernière œuvre que j'ai regardée, c'est Camion, hier soir. C'est un immense respect pour le pouvoir de la mise en scène, un immense respect pour le pouvoir de la musique, un immense respect pour le talent des acteurs et le pouvoir du scénario. Il y a pas ou peu de fioritures. C'est posé, mais c'est puissant. Donc, on reviendra un peu peut-être sur ta démarche artistique, oui. Mais j'aimerais commencer par le début de ta carrière. Oui. Ben, peut-être que le début de ma carrière explique ce que tu viens de dire, dans le sens où j'aborde quand même ce métier-là avec beaucoup d'humilité. J'ai pas le syndrome d'imposteur, mais en même temps, je trouve que souvent, cette idée-là du réalisateur Dieu là, ou omniscient ou tout-puissant, moi, je suis pour l'auteur, là, le cinéaste-auteur qui signe son œuvre, que quand tu regardes le film, c'est comme si tu regardais la toile d'un peintre. Je suis conscient que c'est le travail de beaucoup de personnes, là, le cinéma, mais il faut qu'on sente une personne particulièrement en arrière, j'ai l'impression, comment cette personne-là voit le monde. Mais autrement que ça, le réalisateur, je trouve qu'on a beaucoup de pouvoir, tu sais. On a beaucoup de pouvoir sur le texte des auteurs par moment. On a beaucoup de pouvoir sur la carrière des acteurs. Puis un paquet de choses comme ça, pas qui me dérangent, à travers laquelle je navigue, mais ouais, j'aborde pas mon métier. C'est vraiment pas pour ces raisons-là que je fais du cinéma, de la réalisation et de la télévision. C'est pas du tout pour mon ego, c'est pas du tout pour du contrôle. En tout cas, si c'est du contrôle, c'est du contrôle que moi, je ne nomme pas. Ouais. C'est pour quelle raison que tu fais du cinéma? Que je fais du cinéma? Ben, j'ai pas une... Mes réponses à ça sont un peu... sont un peu bullshiteuses des fois. Puis comme on a le temps, vu que c'est un podcast, je pense que la vraie raison de faire du cinéma s'inscrit vraiment La réponse est dans mes origines, dans le fond. C'est que moi, j'ai grandi dans un village puis dans une maison où il y avait, oui, un accès à la culture, mais c'était pas nécessairement axé là-dessus plus qu'il faut. C'est un petit village. Mes parents qui nous ont donné toutes les chances au monde, c'est quand même, tu sais, c'est classe moyenne, tu sais. Ma mère était secrétaire, est devenue commis comptable. Mon père, camionneur, d'où le film Camion. Ouais. Petit village, petite bibliothèque, pas d'événements artistiques, tout ça. Puis moi, ben, c'est là-dedans que c'est ce qui me nourrissait, en fait, tu sais. Puis c'est ce que je cherchais, c'est ça dont j'avais toujours envie, puis il n'y avait pas beaucoup d'offres. Fait qu'avec mon frère, puis plus tard un peu avec ma sœur, on a cherché les pépites, là, autant en musique qu'en cinéma, que la télévision. On était extrêmement curieux et tout. Donc, puis à un moment donné, ben, la seule façon pour moi de pas m'épanouir, mais en tout cas, ce qui m'a appelé, ce qui m'a permis de m'épanouir un peu là-dedans, ça a été de faire de la radio. Okay. J'ai commencé à faire de la radio très jeune. À 14 ans, je faisais de la radio au salaire minimum, là, dans une radio privée, qui n'est pas une radio communautaire, qui est une vraie radio privée. Puis après, bon, à l'école. Puis j'ai étudié en radio, donc, à Jonquière, en arts et technologie des médias, pour me rendre compte que finalement, c'était assez limité pour moi. Je n'aimais pas non plus... Je voulais pas devenir un animateur FM, faire tourner des tunes, des numéros de bingo, ces affaires-là, annoncer des petites annonces, des skidoo. Ça me désolait un peu. Puis pendant ce temps-là, mes amis à côté, eux, étudiaient pour faire de la télévision. Mm-hmm. Principalement à Jonquière, c'est un programme qui, même s'il s'appelle Arts et technologie des médias, c'est principalement axé sur la technologie, là, sur la technique, en fait. Ouais. Puis là, ces gens-là apprenaient à manier la caméra, à opérer le table de montage, tout ça. Puis je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Je voyais que ce que j'avais envie, donc, finalement, là, de raconter des histoires
d'entrer en contact avec les gens et de faire sortir de ma tête des visions, ça peut avoir l'air prétentieux, mais des visions de comment je vois le monde. Je trouvais que c'était beaucoup plus limité, en fait, avec une caméra qu'avec un simple micro. Ouais. Puis j'avais pas eu à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, j'étais pas tant dans la radio comme ce que Radio-Canada peut faire ou des grands reportages radio-romans. Donc je voyais ça assez limité, la radio en plus. Là. Donc c'est ça, j'ai décidé de faire le saut en télé dans le but de devenir documentariste. OK. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai toujours été un cinéphile sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire être un cinéphile. Mais quand je suis arrivé à Montréal, là, j'ai eu tout à coup, à 22 ans, un peu tard, j'ai eu tout à coup accès à tous ces films-là que je n'avais pas pu voir dans ma vie d'adolescent et de jeune adulte, les Taxi Drivers de ce monde, tout à coup le cinéma mondial. Tu sais, Fellini, je pouvais sortir la réponse quand je jouais à Doctorat contre mes amis, mais je n'avais jamais vu de film de Fellini, tu sais. Fait qu'il y avait toute cette affaire-là. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, là l'expression n'existait pas encore, mais j'ai pas binge-watché des séries, j'ai binge-watché des films, l'histoire du cinéma, en fait. Là, autant américain que... Tu sais, les Palmes d'Or, les Oscars. C'est la première chose qui nous marque. Après ça, creuser un peu, aller voir un peu les grands maîtres. Puis, et ça me... alimenté et nourri pendant plusieurs années, en fait. Encore aujourd'hui, évidemment, mais bon, je suis un peu plus vieux, mais je fais mon premier long-métrage de 32 ans. Donc, tu sais, mes 10 premières années à Montréal, c'est vraiment axé sur le cinéma et que le cinéma n'avait rien d'autre. Je fais entre autres partie du mouvement Kino. Donc, pourquoi je fais du cinéma? C'est un peu pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des affaires qui sont pognées dans ma tête, des grands thèmes, des messages, des idées, des visions, puis il faut qu'elles sortent. J'ai pas le talent peut-être, ou en tout cas certainement pas la discipline pour être un auteur, être un dramaturge, un écrivain. Je suis pas très bon de mes mains, donc je ne pourrais pas être peintre non plus, ou sculpteur. Donc, puis l'art m'intéresse, m'alimente, puis il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent. Donc, mais naturel pour moi. Tu as scénarisé quand même. Là, Le Camion, c'était ton scénario. Oui, mais dans la plus grande indiscipline. Ah ouais? Oui, pour en parler, mais oui. C'est pas facile de scénariser. C'est pas facile. Je trouve... En fait, moi, j'ai pas de formation en scénarisation comme telle, plutôt autodidacte. C'est pas que je trouve ça si difficile, mais vraiment le côté... Puis, tu sais, en même temps, quand on s'intéresse aux auteurs, tu sais, sur Twitter ou les podcasts, puis tout ça, on dirait que le nerf de la guerre, c'est la discipline, c'est t'asseoir puis le faire. Même, je voyais les masterclass, là, j'en ai jamais acheté encore, mais à chaque fois que je vois une annonce de masterclass dont le métier, c'est d'écrire, là, que ce soit un auteur ou un scénariste, c'est toujours assis-toi puis fais-le, tu sais. Puis ça, c'est le bout le plus dur. Pour moi, c'est pas possible. J'ai une relation amoureuse avec la scénarisation. Ouais. C'est tellement tough. Ben moi, quand j'ai un gun sur la tempe, là, quand j'ai un deadline, quand j'ai une obligation, je suis quand même bon, là. Puis j'adore ça. Puis là, je me dis, ce serait le fun de pouvoir aller me brancher dans ce courant-là à l'année, tu sais. Ouais. Puis je te dirais que c'était plus facile quand j'étais un peu plus jeune parce que là, aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Il y a comme une paresse. Et les projets peuvent arriver aussi d'un peu n'importe où. Je me fais offrir d'ailleurs à l'occasion des scénarios. Mais à l'époque où il fallait que je m'invente, là, que je me crée moi-même, c'était plus facile de m'asseoir parce que ma survie, d'une certaine façon, en dépendait. Je gagnais quand même bien ma vie. Là. J'ai pas eu de problème. Tu sais, j'ai passé par Musique Plus qui m'a apporté une stabilité financière. Puis quand j'ai quitté Musique Plus, parce que j'étais assuré que ma vie comme pigiste allait aller quand même relativement bien. Donc, ça n'a jamais trop été un problème, mais c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, ma survie en dépendait d'écrire. Mais aujourd'hui, ma survie en dépend moins. Je me bats beaucoup avec moi-même. Ouais. Donc, c'est ça, la question pourquoi faire du cinéma, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée de... Et j'aime aussi vraiment les acteurs. J'aime l'image. J'aime être sur un plateau. J'aime la préparation aussi. J'aime comment c'est complexe, j'aime voir des techniciens travailler. Moi, ça m'émeut. Là, quand il est temps d'accrocher une caméra à une voiture, c'est pas n'importe quoi. C'est pas facile. Il n'y a pas comme juste une machine que tu plugues. Mais c'est pas non plus n'importe quoi, mais c'est juste entre les deux, juste assez artisanal pour genre. Puis ça prend du monde qui a un talent, puis une tête, puis une confiance en eux, puis je regarde ça, puis ça m'émeut, tu sais. Puis les acteurs, beaucoup, puis après ça, j'adore la suite, là, tu sais, le montage,
la colorisation, la conception sonore. Moi, il n'y a pas une étape. Il y en a que j'aime moins d'autres, je pourrais les mettre en ordre, mais il n'y a pas une étape que j'aime pas. Ils sont tous au moins à 7,5 sur 10. Là, ben, tu as une fascination, tu sembles avoir une fascination assez infinie sur tout ce qui est cinéma, là, dans le fond. Là. Ouais, c'est tous des métiers que j'ai, avec le respect que je dois à ceux qui le font pour vrai, mais c'est tous des métiers auxquels j'ai touché aussi à un moment ou un autre de ma carrière, des fois du bout du doigt, mais quand même, sur des plateaux en dilettante ou même ou juste comme en faisant croire que j'avais les qualifications ou bon, tout ça. Mais j'ai cherché, puis quand j'étais à Musique Plus, j'ai fait tous les métiers pratiquement de la télévision, au moins un mois chaque, là. Fait que ouais, j'ai un grand respect pour ça, mais je suis encore bien mystifié par le monde dont c'est le métier au quotidien. Moi, c'est toutes des choses, même comme pour Camion, par exemple, ben, presque 4 de mes 6 longs-métrages, c'est moi qui les ai montés, mais je me considère plus monteur aujourd'hui. Et quand j'étais monteur, je n'étais pas monteur tant que ça. C'était pas tant d'heures dans ma semaine que ça sur une année pour moi d'être monteur. Mais un monteur, dont c'est la vie... 40 heures semaine, 50 semaines par année, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça me fascine. Moi, je trouve ça admirable, ça me fascine aussi. Puis vraiment, c'est une richesse. Oh my God, il y a quelque chose d'un peu monial dans le montage, d'être... Je sais pas, c'est de s'imbiber d'une œuvre, d'être là, puis c'est des longues heures, mais c'est pas... Il y a quelque chose quand t'es sur le plateau, t'es pris par la vague, le courant t'emporte en quelque... Puis quand t'arrives chez vous, t'es comme Chris, j'ai mal aux pieds. Mais tu sais, t'es emporté, mais... Ça, là, de rester à son ordinateur, puis de le faire, puis il faut être minutieux, puis il faut pas perdre sa créativité, tu sais, c'est surtout ça, parce que tu peux être à l'ordinateur, puis faire quelque chose, puis d'être super technique des heures durant, mais quand il faut que tu crées, puis qu'il faut que tu sois vraiment présent d'esprit, ça prend une pleine conscience qui est, je dirais, moniale. Oui, puis j'admire aussi, comme en télé, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de travail qui se fait sans le réalisateur là, parce qu'on travaille un peu en parallèle. J'admire aussi comment ils sont capables de nous lire et de nous deviner. Bon, évidemment, on a les notes de la script et tout ça, puis bon, à un moment donné, le show a son propre rythme, mais quand même, il y a ça qui est le fun parce qu'il faut qu'ils se branchent sur la sensibilité des différents réalisateurs avec qui ils travaillent, mais en plus, après ça, ben aussi, ils ont une créativité, aussi réinventent, aussi réécrivent par moment quand la matière le permet. Donc, toutes ces étapes-là, à Kino aussi, j'ai aiguisé mes couteaux en maudit. Là. Moi, j'ai fait une quinzaine de courts-métrages qui sont tous pas regardables. Je pensais qu'ils étaient regardables, mais récemment, je les ai revus. J'ai fait non, il n'y a pas intérêt à mettre ça nulle part, finalement. Je suis pas vraiment gêné, mais je suis pas non plus. Je vois pas pourquoi que j'irais, moi... Si quelqu'un pop-up moi de mes films sur le web, je vais pas le poursuivre, là, mais moi, j'ai pas... ça m'intéresse pas. Mais surtout, à Kino, ce que j'ai fait, c'est de la caméra puis du montage, justement, pour les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, t'as fait du montage aussi, j'ai vu pour Les États nordiques de Denis Côté. Son premier film. T'as fait de la direction photo. Pour son deuxième. Pour son... Nos vies privées. Là, moi, il y a quelque chose, là, on va reculer un peu parce que quand je vais voir ton IMDb, je vois le gros luxe. Ouais. Ça, je vois Les États nordiques. Je me dis, et là, il y a un jump, il y a quelque chose qui s'est gagné. J'adore ce grand écart, moi. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai vraiment pas de complexe. J'ai pas. Non, vraiment pas. Le gros luxe, ça a été vraiment formateur. Ça m'a tellement aidé à avoir confiance en moi. Ça m'a tellement aidé à aller chercher aussi une espèce de validation pour devenir un pigiste aussi, parce que Musique Plus commençait un peu... Je commençais à avoir fait le tour. Puis ça, le gros luxe, c'est les 2 dernières années de ma vie à Musique Plus. Ça m'a amené une certaine validation. Ça m'a fait connaître aussi. Fait qu'après, ça m'a permis de gagner ma vie en humour beaucoup, comme réalisateur ou comme caméraman. Puis avec Patrick, ça a été un frère pendant... je dirais pas pendant 2 ans, parce qu'on travaillait ensemble peut-être 3 mois, mais pendant 2 fois 3 mois, c'est devenu un bon ami aussi. Puis en même temps, c'était sans prétention. On pouvait pas faire mieux, on pouvait pas faire pire. Puis j'essayais... Pat, il est génial, là, tu sais. Il est pas rendu où il est rendu pour rien, mais on essayait de mettre nos forces ensemble. Moi c'était de la réalisation, oui, mais c'était plus du concept un peu. Moi, je m'inspirais beaucoup à l'époque de Andy Kaufman, qui me faisait bien triper. Je commençais à découvrir les humoristes des années 70 américains parce que c'était accessible en DVD et en VHS, mais il n'y avait pas encore YouTube à ce moment-là, je pense.
Donc, je faisais. Puis on mettait en garde quand même autour de moi un peu, tu sais. C'est pas très sérieux, tu sais. Comment tu vas faire pour faire le passage de ça au cinéma que tu veux vraiment faire? D'ailleurs, quand jump encore plus loin un peu, puis quelques années plus tard, quand je suis allé me chercher un agent pour me représenter, parce qu'en télévision, c'est bien d'avoir un agent aussi, tu sais, pour se démêler dans les contrats, puis aussi pour les contacts et tout ça. Si jamais ça intéresse tes auditeurs, on en parlera. Mais mon agent t'a dit, il faut défaire cette étiquette-là de l'humour, puis de la production DIY, puis un peu boboche, puis j'étais comme, oui, je comprends, mais moi, j'ai pas besoin de m'en éloigner. Moi, personnellement, je vis très bien avec ça. Ouais. C'est un tatou comme un autre. Moi, j'ai pas de problème, tu sais. Puis Denis Côté, tout à son honneur, d'ailleurs, de jamais avoir porté de jugement là-dessus, parce qu'on pourrait penser que du haut de sa carrière de cinéaste niché ou pointu, je sais pas, les termes qu'on n'aime pas, là, mais en tout cas pour dire que c'est pas un cinéaste populaire, mais c'est un cinéaste qui fonctionne, qui est prolifique, puis qui a du succès à gauche à droite. Tu sais, il aurait pu faire comme je veux pas m'acoquiner d'un gars du gros luxe, c'est un peu ridicule. Fait que non, mais ça n'a jamais été. Comment il t'a trouvé? Ça, c'est une longue histoire qui est quand même un peu drôle. Je ne sais même pas si lui pourrait la compter adéquatement, mais moi, je peux la compter adéquatement. Denis écrivait comme critique dans le Ici dans les années 2000. Et c'est arrivé, je le trouvais dur, mais je comprenais qu'il donnait un peu, qu'il était rigoureux, puis qu'il des fois donnait un peu dans le spectacle. Mais c'est arrivé à 3 ou 4 fois où il m'a vraiment tombé ses nerfs. Mais vraiment tombé ses nerfs. Puis je lui écrivais. Je lui écrivais pour presque l'insulter. C'était avant les réseaux sociaux, donc dans sa boîte courriel. Puis il me répondait, puis tout ça. Puis à un moment donné, au FFM, dans le temps que les gens allaient encore voir des films au FFM, dans le temps que le FFM existait encore. Ça n'existe plus, mais je me souviens, il était assis là, puis je l'ai reconnu. Fait que je suis allé me présenter. On a commencé à jaser. Pas très longtemps, mais je me souviens plus sur quoi, mais on a trouvé de quoi en commun. On a accroché sur quelque chose en commun, puis on est devenus des gens qui se parlent à travers MSN à l'époque. Puis un jour, je suis allé voir de ces courts-métrages que j'avais trouvés pour la plupart pour moi. Aujourd'hui, je les aime bien, mais à l'époque, je connaissais pas trop ce cinéma-là, un peu imbuvable, impénétrable, tout ça, sauf un que j'avais aimé, qui s'appelait La Sfat. Puis à un moment donné, Denis, lui, a vu une projection kino dans un de mes films, puis il a fait comme « Oh boy, c'est un de mes films comme caméraman, comme DOP ». Puis il a fait comme il se passe quelque chose là. Fait que s'est intéressé un peu plus à Kino et un peu plus à mon travail. Puis à un moment donné, j'ai tourné pour lui un court-métrage qui s'appelait Tennessee. Okay. Puis je me semble que j'en ai monté un autre. En tout cas, bref. Fait que quand est venu le temps de faire les États nordiques, c'est sûr qu'il cherchait des gens, là, justement, avec cette philosophie-là de Kino, de let's go, on le fait, on n'attend pas l'argent, on n'attend pas les subventions, on se lance dans le vide. Ouais. Puis ce qui aurait été naturel, c'est que je fasse la caméra, parce que ce qui s'intéressait d'abord à mon travail de caméraman. Puis j'avais filmé pour lui, mais son professeur devait faire le montage, mais finalement, il serait peut-être plus disponible pour faire le montage, donc il est devenu DOP, fait que moi, j'ai pogné la job de monteur. OK. T'étais-tu content ou t'aurais aimé ça faire J'étais bien content. Je pense que j'étais plus ou moins dispo. Ça avait peut-être joué aussi dans l'équation pour aller filmer Radisson. Puis écoute, on a fait ça à l'arrache, mais il savait vraiment où il s'en allait. Moi, comme monteur, je n'étais pas nécessairement beaucoup laissé à moi-même. Denis était pas mal là tout le temps. Fait qu'on a vraiment fait ça en gang, en suivant le grand chef, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais sélection à Carnot. Dans la petite compétition, il y avait la grosse compétition en film, puis la compétition pour les cinéastes de demain, en vidéo et tout ça. Puis bang, gagne le premier prix, le Léopard d'or. On était un peu tout subjugués. Lui, le premier, lui, il pensait qu'on allait faire, quelques ciné-clubs au Québec, une semaine à l'Excentrice, 3 fois à Cinémathèque. Vraiment, là, c'est vraiment ça qu'on pensait. Denis est devenu un expert des festivals depuis, mais à l'époque, on connaissait, c'était pas... Donc, voilà. Ça, c'est le début de la collaboration. Puis moi, ce que j'ai aimé, d'un côté, je vivais du kino à fond, là, autant à Montréal, autant en cabaret et autant à l'étranger. J'en ai fait en Pologne, à Rouyn-Noranda, Maniwaki. 3 places... complètement similaire, austère. Puis, mais bref. Puis de l'autre côté, j'avais Denis qui avait fait ce film-là. Puis j'étais comme, mais elle a la solution. Elle a la solution pour faire mon premier long-métrage. Et non pas d'écrire un scénario, et non pas d'aller attendre d'avoir 500, 800, 1,5 million. On le fait. Tu sais, toutes les énergies que j'ai mises sur mes kinos, 15 courts-métrages, si je mets toutes ces énergies-là ensemble, concentrées sur 3 mois, 6 mois, 1 an, j'ai un long à la fin.
Puis pour moi, ça a été révélateur. Là. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, quand je suis arrivé à Montréal, le cinéma mondial, tout ça, c'était inatteignable. Là. C'est le cinéphile qui regardait ça. Mais en marge de ça, je commençais à découvrir le cinéma de Sundance aussi. Puis à l'époque, Sundance, c'était pas comme aujourd'hui. C'était vraiment du cinéma indépendant fauché avec... il y a une mouche dans notre podcast. Il a pas invité, elle. Puis il y avait les frères McMullen, Heavy de James Mangold, des affaires vraiment fauchées et tout ça. Puis j'étais comme... Il y a une recette là, pour moi qui rend ça possible, mais je la trouvais pas. J'arrivais toujours à des calculs de 100 000 $ puis 200 000 $. Mais avec Kino puis avec les films de Denis, j'ai réalisé qu'on pouvait faire une équation beaucoup, beaucoup plus simple puis beaucoup moins chérante. C'est correct, je filme pas en 4K. Ouais, c'est ça. On va l'enlever en poste. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Fait que, dans le fond, Denis, quand il est venu faire son deuxième film, Nos vies privées, il a eu besoin de moi pour... besoin, il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, mais à l'époque, c'était moi pour faire la direction photo. Ouais. Et l'aider aussi à mettre ça un peu sur pied d'une certaine façon et tout. Puis moi, j'ai fait comme, moi, je peux te le faire. Puis en échange, d'une certaine façon, toi, tu pourrais peut-être m'aider sur mon premier long. Okay. Et là, Denis a pu être un peu comme agir à titre de conseiller, plutôt, même pas technique, plus au niveau de l'organisation. Mais surtout, ce que je voulais que Denis m'offre, c'était que mon film existe en salle à Montréal. Ciné-club, tu sais, une première, une sortie en salle, puis faire la tournée des ciné-clubs et le soumettre dans les festivals dans le monde parce que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, m'éclairer là-dedans aussi. Ça a donné quoi? Ça a donné le set penché que j'ai fait avec 2 actrices, tout simplement. Il y avait moi, preneur de son, mon ex qui était là comme un peu femme à tout faire. Elle nous a aidés de plein de façons. On était 5 dans un set passager avec 2 guitares, une caméra, un trépied, un peu d'équipement. J'étais allé dans mon coin, dans le bas du fleuve, là où j'ai tourné la plupart de mes films. J'ai emprunté, tu sais, ma mère m'a prêté son auto, a fait des sandwichs, c'était bien familial, bien communautaire. Puis, j'étais bien content. C'était un beau petit film de 80 minutes qui était sélectionné. Il y avait beaucoup de demandes à l'époque pour ce genre de cinéma-là. Tu sais, on parle d'il y a 12 ans, là. Pour le cinéma digital, je te dirais. C'était le balbutiement, c'était le début. Ouais. Puis il y avait une vraie ouverture. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut que tout la finition aujourd'hui du cinéma, ça ressemble beaucoup, je trouve, parce qu'on tourne avec les mêmes caméras, là, les Red puis les Harry et tout ça. Là, dans le fond, on a les mêmes outils que tout le monde. Là, fait que on dirait qu'il y a comme un fini qui est attendu, même sur la scène. Dans le cinéma, je dirais un peu plus, pas populaire, mais dans le cinéma qui n'est pas nécessairement le cinéma de l'audace. Là, où, bon. Mais à l'époque, il y avait une vraie demande pour le cinéma digital. Puis, mon film a été sélectionné curieusement par beaucoup de festivals intéressants. Je n'ai pas fait Cannes puis Venise, mais j'ai fait Mannheim, j'ai fait... ça, c'était le plus gros, là, parce que jadis, ça a été bien big. Moi, je n'étais pas dans les années big, mais au moins, c'est un festival avec une histoire. Mais tu sais, Buenos Aires, il s'est promené un peu partout dans le monde. Le TIFF à Toronto. Aujourd'hui, le TIFF, je ne choisirais plus trop ces films-là à 6 000 $, un peu digital, un peu... Puis ça m'a surtout permis de mettre mon pied dans la porte, tu sais, puis de faire comme, moi aussi, j'existe comme cinéaste, puis je n'osais pas employer ce terme-là à l'époque. Puis de demander enfin de l'argent pour en faire un par après, puis avoir plus confiance en moi aussi comme cinéaste, comme scénariste, de justement tranquillement éteindre le syndrome de l'imposteur, puis de m'affirmer. Mais tu sais, j'ai pas commencé mon premier long comme Xavier Dolan ou comme Sébastien Pilote ou comme Stéphane Lafleur. Tu sais, j'ai vraiment commencé avec une bébite, là, tu sais, une bébite à 5 000 $. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'était quoi le budget de cette... C'était 5 000. La valeur totale, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de dons, là, de commandites, puis de dons, puis de gens qui travaillent gratuit et tout. Mais moi, ce que ça m'a coûté, je suis la seule personne qui a payé, là, c'est 5 000. Puis, écoute, je m'en allais dire... Bon, je ne sais plus que je m'en allais dire. Je pense que j'étais déconcerté par le 5 000 $. Mais oui, mais c'était en quelle année? C'était en 2007. C'était en 2007? Tourné en 2006, sorti en 2007. Dans le fond, c'est pas compliqué. Les actrices sont venues gratuitement. Tout le monde est venu gratuitement. Ce que ça coûtait, là, c'est de l'hébergement, de la bouffe, du transport. Moi, j'avais déjà pas mal d'équipement. Mon preneur de son aussi. Moi, j'étais équipé pour monter puis pour filmer. Je filmais avec une DVX-100 qui est la première caméra abordable, mais qui n'est pas non plus home, là, qui tournait en 24 images. Okay. Mais c'était encore sur cassette. OK. C'était encore sur tape. Ça a dû prendre pas mal de cassettes. Ça a pris beaucoup de cassettes. Ça a pris beaucoup de cassettes. Puis tu vois, ça a été comme
curieusement, ça a été ma plus grosse dépense, puisque tout le reste, je l'avais déjà. Je l'avais déjà pour d'autres raisons. Tu sais, je m'étais équipé comme du monde. Quand je suis parti faire des films en Pologne avec Kino, je voulais avoir une bonne caméra et une bonne station de montage. Puis... Fait que quand il y a eu le temps de faire mon film, il n'y avait pas d'investissement. Là. L'investissement était déjà fait, puis il était même déjà remboursé comme pigiste. Donc, j'ai... les cassettes, on me les a données. J'allais voir une compagnie de post-prod qui était équipée en cassette neuve. Ils ont dit, nous, on va te les fournir contre une petite mention générique. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide pour faire ce film-là. Mais aussi, quand j'ai eu le temps de faire le film suivant, j'avais juste 450 000 $, ce qui n'était rien pour faire un long métrage. Mais j'avais quand même développé, encore là, avec Kino, mais avec ce film-là, puis avec l'expérience de Denis Côté, des trucs pour que ça coûte pas trop cher. Fait que j'ai réussi à faire un film qui se tient malgré tout, même s'il y avait juste 450 000, un peu comme aujourd'hui, les gens font des films au micro-budget, qui est un peu plus petit, mais... Attends, mais toi, c'était 450 000, le micro-budget, c'est 120. C'est 250? Oui, non, je me suis mélangé avec Talent Vu. Ouais. Qui est genre le micro-budget. Qui est vraiment pas les problèmes. À l'époque, en fait... Il faut être capable en quelque part. C'est tough, mais... Ah oui, mais écoute, c'est une bonne histoire. 60 000 $, c'est un Nordique qui fait le tour du monde, puis a consacré Denis dès son premier film, sa Planète Festival. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tout se peut. Je regarde Sophie Bédard-Marcotte aujourd'hui, je sais pas combien ça coûte ce qu'elle fait, mais ça doit pas coûter très cher. C'est des conseils des arts, essentiellement. Moi, je trouve que c'est la cinéaste... tout sexe confondu, je ne veux pas dire la cinéaste, mais c'est la personne qui fait du cinéma au Québec présentement qui m'intéresse le plus, tu sais. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que l'argent aussi, tu sais. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'empêcherait aujourd'hui de faire ces films-là encore. Si je ne les fais pas, il y a peut-être encore là un embourgeoisement ou une paresse ou un confort. Peut-être que je suis rendu ailleurs aussi, mais il n'y a rien qui m'empêcherait demain matin d'être bien débrouillard avec 15 000, tu sais, avec les contacts puis tous les moyens qu'on a. Tout ça peut, donc... non, pour moi, c'était vraiment pas un frein. Au contraire, c'était extrêmement stimulant de faire ça. Et je sais que les gens qui font le micro-budget aujourd'hui, ben là, ils ont des restrictions d'une certaine façon parce qu'il y a quand même les syndicats qui existent. Alors que quand tu fais un film avec ton argent, c'est quasiment comme travailler au noir. Là. C'est le marché noir de la patente. Puis... Non, c'est ça. Quand tu arrives à devoir payer ACTRA, payer UDA... Ouais, je sais qu'ils ont quand même des... ils peuvent faire bien du différé et tout, mais ça peut être chiant. Je comprends cette affaire-là. Moi, quand j'ai demandé de l'argent pour mon deuxième film qui était derrière moi, qui est mon premier vrai scénario, parce que Le 7 penché, c'est plutôt un ébauche. C'est un canevas, en fait, que c'était. Je pense que ça faisait peut-être 30 pages. Gros max, écrit des grosses lettres de même. mais c'était vraiment juste un canevas. Mais là j'avais un vrai scénario scénarisé. À l'époque, j'avais pas Final Draft, fait que là, je m'étais fait des shortcuts dans mon ordi, mais je me souviens que je savais que l'enveloppe au cinéma indépendant, qui était un programme à l'époque, je me souviens plus du calcul, mais c'est que tu pouvais pas demander plus que 1.2 en fait. OK. Je pense qu'il y avait 4 millions. Et là, j'avais fait le calcul, je me disais, si 3 personnes demandent 1.2, tu arrives à 3.6. Fait qu'il arrive comme un 400 000 bâtard qui est là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait comme, moi, je vais le demander. Si je demande 1.2, je vais peut-être l'avoir dans 2 ans, dans 3 ans, ou je sais pas quand. Mais si je vous demande de 400 000, là, puis je suis tout seul à le demander, puis mon scénario, il est potable, puis l'année passée, mon film, à qui j'ai rien demandé, a fait quand même un peu le tour du monde, ils vont me le donner. Et je sais pas si à ce jour, la stratégie, c'est vraiment ça qui m'a permis de l'avoir, mais je l'ai eu. T'as eu le 400 000. J'ai eu le fond de tiroir, puis j'étais bien content. Mon film n'avait pas besoin de plus que ça. Pour sa pérennité, oui. Là, je pense que si j'avais pu faire ce film-là avec plus d'argent aujourd'hui, il serait plus montrable. Mais je pense qu'à ce moment-là, dans sa vie, là, ce film-là, avec ce budget-là, le look qu'il avait à la fin, la finition qu'il avait, il n'y a pas de problème. Pour moi, j'étais complètement content. J'ai attelé ça à mon char plutôt que de me battre contre le monde. Ben là, on a parlé un peu justement de Kino. Kino, c'est encore quelque chose qui existe. Puis c'est encore tout le monde. Il y a incroyablement beaucoup de talents qui se forgent la main là encore. Ouais. Toi, c'était quoi ton expérience? T'es rentré là comment? C'était vraiment... je dirais pas que c'était les belles années parce que ça ferait un peu... un peu mon oncle. Ça ferait un peu mon oncle de dire ça, mais en même temps, écoute, c'était Christian Laurence, qui aujourd'hui, qui était le fondateur, qui travaille beaucoup aujourd'hui comme réalisateur, qui a eu la chance de faire du long-métrage aussi. Stéphane Lafleur, qui est probablement le kinoïte le plus connu. Là, il y a Philippe Falardeau, mais qui était plus notre parrain, si on veut, ou notre mentor. Il n'a jamais été trop un membre actif, si je me souviens bien. Moi, je suis arrivé peut-être à la 2e ou 3e année. Mais ceux qui ont mis ça sur pied, vraiment, là, Christian, Stéphane, il y avait Jéricho Jeudi aussi qui travaille encore. Il y avait vraiment il y avait un gars qui s'appelle Éric quelque chose qui a fait un beau long-métrage français. Il est rendu en France. Richard Lacombe qui réalise aussi la télé.
Alexandrois également, Fred Dompierre. En tout cas, bref, les gens qui s'intéressent à ces noms-là vont voir qu'ils ont quand même une feuille de route vraiment intéressante, qu'ils existent là, dans la réalisation. Je nomme probablement juste des gars. Il y avait des filles aussi, là, Edza Paventi, Anaïs Favron qui était là aussi. En tout cas, bref. C'était une belle gang, c'est une belle cuvée, une belle génération. Moi, je connaissais personne. J'ai une amie qui m'a amené là. Elle m'a dit, t'aimerais ça? Puis j'ai fait comme, non, moi, ce trip-là de gang, je voyais ça bien snob. Moi, je parlais à l'université. Je suis pas complexé de ça. Surtout pas aujourd'hui, mais à l'époque, peut-être, je me l'avouais pas, mais je l'étais peut-être un peu. C'était toute une gang de l'UQAM, si je ne me trompe pas. J'ai résisté, j'haïssais ça, j'ai voyé sur le cover du voir, puis j'étais comme, non, ça m'intéresse pas, Kino. Puis mon ami a dit, non, tu vas t'y retrouver, je te jure, viens une fois. Je suis allé une fois, puis le mois d'après, j'ai fait mon premier film. J'ai vraiment... Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par « je suis allé une fois », mettons les gens qui connaissent pas ça? Ben, c'est qu'à l'époque, surtout, c'était dans les bars, hein, c'était encore itinérant. L'idée au début de Kino, là, parce que ça commence à faire longtemps, là, si les gens connaissent pas ça, c'est que ces gens-là sortaient de l'université et avaient tourné quelques films. Et là, le constat en sortant de l'université, c'était on va peut-être plus jamais tourner de film. Chacun, là, tu sais. Fait qu'on pourrait peut-être se donner comme défi de faire un film par mois pendant 12 mois. Et fait que là, c'est ce qu'ils faisaient avec le slogan que j'adore, qui a été longtemps un mantra pour moi, là, tu sais, là, dans l'ordre que c'était faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. C'est que vraiment l'adage, tu sais, qui a permis à Denis Côté de faire ses 2 premiers films, puis moi de faire mes 3-4 premiers films. Donc, c'est des soirées itinérantes dans des bars où les gens projetaient leurs films. Puis à la fin, ben, à l'époque, tu t'engageais pas à faire un film de mois d'après parce que c'était de facto. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé, c'était pas à tous les mois là, parce que les gens ne pouvaient pas fournir. Puis il y aurait eu trop de films par soir. Donc, quand tu présentais ton film, je me souviens, il fallait que tu t'annonces. Je vous présente mon prochain tel mois. Il me semble que c'était comme ça que ça fonctionnait. Bref, j'étais là ce soir-là, puis après, je suis allé voir la gang. J'ai fait comme moi, je présenterai au prochain. Ils ont fait comme moi, qu'il n'y a pas de problème. À l'époque, ils acceptaient tout le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai un petit peu déconnecté, mais il y a eu une période, je me souviens, où il y avait quand même un petit contrôle éditorialiste de direction artistique, si on peut dire, pour pas non plus montrer juste des cochonneries ou des films de 20 minutes qui méritaient littéralement de vivre juste pendant 3 minutes, des choses comme ça. Mais moi, quand j'étais là, c'était un peu le Far West. Puis j'ai vraiment encore trouvé une belle communauté, du monde qui n'était pas prétentieux, qui faisait ça pour les bonnes raisons. Et le cinéma, c'est quand même un art qui doit être vu. Puis moi, je continue à penser qu'il doit être vu en gang aussi. Donc là, c'était parfait d'avoir un écran, d'avoir un espace de diffusion. Les conditions étaient bien. C'était dans le plus grand respect, autant les organisateurs que les membres que les spectateurs. Et je m'y suis retrouvé là-dedans. J'en ai fait quelques-uns, toutes des petites affaires faites à la dernière minute, parce que je suis un petit peu dans mon ADN, puis des affaires fauchées, des coups de tête. Puis à un moment donné, j'ai appris l'existence des cabarets, là, qui est vraiment comme des événements en festival, de faire un film en 24 ou 48 heures, avec des fois des contraintes, des fois, ne serait-ce que la contrainte du temps. Puis je me suis retrouvé à fond là-dedans, mais à fond. Puis j'en ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, quand je suis parti, je suis pas parti volontairement, mais puis non plus à regret. Je suis juste parti parce que je me suis rendu compte que les efforts que je mettais dans Kino, si je les mettais ailleurs, j'aurais pu avancer plus professionnellement. Ouais. La plupart qui ont été longtemps dans Kino, c'est soit les fondateurs qui avaient peut-être un attachement plus sentimental, ou les autres qui espèrent peut-être pas en faire réellement un métier, que ça demeure juste un passe-temps ou un hobby, ou les autres qui sont peut-être un peu moins chanceux, pour que ça décolle un peu moins vite. Mais moi, j'étais comme... Ça me donne rien. Si je vais faire le mois que je vais consacrer à mon film sur Kino, je peux le consacrer à 30 pages de scénario. Ouais. Tu sais, bon, peu importe. Là, mais je trouvais que c'est de dépenser tes billes intelligemment aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important à un certain point pour se faire la main. Puis la transition, donc, pour toi, ça a été du gros luxe aux États nordiques, ce qui est encore... enfin bref, c'est incroyable. Ouais. Puis après ça... En passant par Kino, mais ouais. En passant par Kino. Ouais. Puis après ça, tu t'es dit, après Kino, tu t'es dit, ce temps-là, je vais le passer sur mes œuvres. Ouais. C'est quand tu t'es senti prêt? C'est quoi le déclic qui s'est fait? Y a-tu une œuvre que tu as réalisée? Y a-tu un déclic qui s'est fait qui t'a dit, là, maintenant, j'ai quelque chose à dire? Est-ce que ça faisait longtemps que tu travaillais sur cette histoire-là?
Le set penché, non. Le set penché, c'est vraiment cet autre. Le set penché, en fait, c'est une histoire trop longue parce que là, je sais qu'on aborde certains thèmes, mais je vais essayer de la faire très courte. Là. Ouais. C'est que j'avais été approché. Moi, pendant ce temps-là, j'ai eu une carrière aussi comme comme réalisateur de variété. Ça peut avoir l'air plate, mais c'était vraiment le fun. En fait, j'ai fait 2 DVD pour Harley D. Pease. J'ai fait un DVD pour Nelly Furtado, puis un DVD pour Avril Lavigne comme réalisateur. Puis là, il y avait une super belle opportunité d'emploi. Pas d'emploi, c'est un projet incroyable. Toronto, Londres et New York qui commençait à prendre forme, pour lequel j'étais le réalisateur. Puis à un moment donné, il est arrivé, bon, je vais péter un peu de la broue, mais il est arrivé un investissement de Elton John qui embarquait comme coproducteur. Et c'est donc, il y avait de l'argent qui arrivait du Royaume-Uni. Et dans toute l'espèce de truc, il y avait un système de pointage et il fallait que le réalisateur et le directeur photo soient anglais d'Angleterre, là, britannique. J'ai pris le bord. Du jour au lendemain, la question se posait même pas. C'était trop un gros nom et trop un gros investissement. Fait que moi, j'ai pris le bord. Et là, je me suis retrouvé un peu devant rien, un peu triste aussi parce que, bon, c'est jamais le fun de se faire dire bye-bye. Mais en plus, le projet-là, moi, je me voyais pour les 2-3 prochaines années amener une vie incroyable. Tu sais, Londres, New York, je rêve pas de vivre là, mais pour quelques mois ou quelques années, je dirais pas non. C'est assez stimulant, surtout quand tu as 30 ans. Puis, fait que je me suis reviré de bord, puis j'ai écrit un film. Encore là, je parlais de survie tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un canevas, mais je l'ai écrit, je l'ai mis sur pied, puis j'ai tout ramassé les éléments pour le faire. Ça, c'est un des déclics qui a été nourri, par tout ce qu'on a dit avant. Le vrai déclic, le vrai combat qui m'a empêché de faire du court-métrage, puis de rentrer vraiment, comme d'être dans les premiers kinoïdes, par exemple, c'était vraiment la peur de m'asseoir. Puis là, je ne vais pas faire un segue niaiseux, mais on va revenir à ton thème principal du podcast, mais c'était vraiment m'asseoir et écrire quelque chose. Ouais. Ça me paralysait, ça me faisait peur. Puis tu l'as fait à moitié sur ta projet. Oui, mais j'étais là à tâtons. Puis okay. Je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'est pas d'avoir rien à dire, sinon... Ben peut-être que ça aurait été de découvrir, peut-être que j'avais rien à dire, mais avant toute chose, c'était de découvrir, la peur de découvrir que j'avais pas de talent là-dedans. Toujours été bon à l'école en composition, mais l'école, ça a été facile pour moi. Quand j'ai dû commencer à compétitionner, puis à rivaliser avec des gens, puis à mesurer à d'autres gens plus tard dans la vie, quand ça demande un effort, j'ai jamais eu trop à le faire. Fait que je connaissais pas ma valeur, tu sais, puis à l'école, j'ai pas eu à le faire non plus. C'est plutôt, toujours j'ai des petits concepts, puis... Et là, de m'asseoir puis d'écrire, c'était vraiment extrêmement paralysant. Fait en faisant un peu de kino, quelques pages, j'écrivais jamais pour que ça ait trop l'air d'un scénario. D'ailleurs, moi, chez moi, j'ai la plupart des scénarios de Bergman qui nous arrivent ici sous forme de livre, de toute façon. Fait que c'est plus un récit. Fait que j'écrivais comme ça. Fait que j'écrivais pas vraiment comme un... Ça m'intimidait trop, le format scénario. Puis je voulais pas... Donc, j'ai commencé à écrire juste comme ça. Après ça, je laissais de pencher Canva, juste des idées, d'improvisation, beaucoup. À l'origine, ça devait être un enchaînement de 12 chansons, en fait. Ça devait être 12 tunes qui racontaient l'histoire parce que j'avais choisi 2 actrices, chanteuses, guitaristes, pianistes. Puis je me disais, à travers 12 chansons, on va raconter une histoire, tu sais. Puis finalement, c'était beaucoup trop leur demander à elles de composer ça. Là. Fait que finalement, ça a été mélangé avec du docu-fiction, si on peut dire. Okay. Mais ça m'a donné une confiance d'embarquer ça derrière moi. D'ailleurs, en parallèle, j'écrivais déjà derrière moi mon 2e long-métrage, mais je l'écrivais sous forme de récit. Okay. Je l'écrivais, pas de dialogue, pas de scène, pas de paragraphe. Là. Ben oui, c'est comme si j'avais écrit une nouvelle, en fait. Ouais. Puis ma productrice était comme, non, mais lance-toi. Je dis, non, il faut que je l'écrive comme ça d'abord. Mais ça se peut-tu que cette méthode-là ait nourri ta réalisation par la suite? Absolument. Justement? Parce que maintenant que tu dis ça, puis là, je me rejoue camion, puis je suis comme... Il y avait quelque chose pour moi, je sais pas, mais je me demandais à quoi ça ressemblait, ce scénario-là, ouais. parce qu'il y a quelque chose de tellement naturel derrière tes dialogues. Est-ce qu'il y avait de l'improvisation encore là? Je sais pas, mais fait que de quelle manière le fait de pas dialoguer a nourri ta réalisation? Ça ressemblait quoi quand t'arrivais à tu sais, le matin, tu te dis, OK, maintenant on fait cette scène-là. Comment tu l'approchais? J'écrivais souvent les dialogues la veille où j'ai donné verbatim aux actrices sur le set penché. Okay. C'était jamais des trucs trop compliqués. Des fois, c'était juste une thématique aussi. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit les 2 filles, j'ai dit, je me souviens, fumez-vous la cigarette? Puis les 2 font comme non, pas vraiment. Je dis, OK, parfait. Ça vous écœure-tu? Seriez-vous game? Ouais.
Je dis, OK, parce que dans le scénario, la mère vient de mourir. C'est deux sœurs. C'est très, très Bergman, mon affaire, là. Évidemment, je pas. Mais c'est vraiment ces deux sœurs qui sont réunies dans un chalet suite à la mort de leur mère. Deux sœurs éloignées, là, qui ne se ressemblent pas plus qu'il faut, mais qui partagent la musique quand même. Puis je me souviens de cette scène-là, par exemple, j'ai rien écrit, tu sais, je sais pas, moi, je fume pas. Mais ce que j'aurais dit, j'ai fait comme ça serait le fun que vous assoyez autour du feu de camp le soir, c'est dans le milieu du film, là. Puis que je dis, toi, Marie-Neige, t'es passé au dépanneur, t'as acheté les mêmes cigarettes que ta mère fumait quand vous étiez jeune, puis ça vous écœurait. Puis là, vous décidez de fumer une cigarette à sa mémoire, tu sais. Puis, whatever, émanera de ça, des idées. Fait que là, puis là, je compte un peu des histoires, des souvenirs que moi j'avais, puis je fais, vous les prenez pas, mais c'est parce que si jamais... C'était pas des filles non plus qui font de l'impro dans la vie, je juge pas leur talent d'improvisatrice, mais c'est pas des filles qui font de l'impro. Fait que je leur garochais des histoires, puis après, ben, ça prenait naissance à l'écran, tu sais, puis c'était super. C'est beau, on a une scène. Oh my God, mais comment tu t'assures d'un fil conducteur? Ça, c'était tout dans ta tête, là. Ben, il y a quand même un enchaînement. Il y a le canevas, ça servait à ça, là, tu sais. Première scène, c'était la construction d'un cercueil, carrément documentaire. J'étais dans une usine de cercueils, clac, 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 un cercueil qui prend vie avec des vraies personnes qui cognent des clous puis qui scient des planches. Là, après ça, je montre deux filles qui chantent dans une chorale puis qui pleurent. Puis après ça, on est au cimetière puis des ballons qui s'envolent. Moi, je viens de le dire. Là, on ne sait pas qui est mort, mais ces deux filles-là sont reliées par la mort. Il y a quelqu'un qui est mort. Pour moi, il n'y a pas un mot qui s'est dit encore. Il y a une chanson. C'est ma première tune. Je voulais en avoir 12, c'est ma première. Après, les deux s'engueulent dans une épicerie. Je leur donne les affaires. Il y a un gars qui est là qui passe la cireuse à plancher. Puis je dis aux filles, à un moment donné, quand je vais avoir comme compris l'essentiel de ce que vous dites, je vais demander au gars de passer avec la cireuse à plancher, on n'en donnera plus un mot de ce que vous dites. Puis ça a passé comme ça, évidemment. On fait comme on n'entend pas ce qu'ils disent. Ouais, mais c'est pas important. Justement, je voulais que le film prouve d'une certaine façon que c'est pas important de tout dire tout le temps ce qu'on veut dire. Je voulais que les choses qui se disent soient banales, puis les choses importantes soient véhiculées par la musique ou l'image. Grande leçon. Mais c'est vrai, puis tous mes films, j'ai essayé d'appliquer ça autant que possible. Mais là, plus tu avances comme scénariste, comme réalisateur, pour aller chercher plus de sous, faire des plus grands trucs, là, il faut que tu reviennes un peu à la base, à la scénarisation. Mais je te dirais juste qu'à Camion, j'ai réussi à faire ça. Puis c'était important pour moi. Moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à la télé, à filmer une conversation au téléphone, mais dans mes films, je veux juste être d'un bar. Puis l'autre bar, je veux pas l'entendre. C'est tellement drôle parce que il y a cette scène-là dans le camion, puis je me suis passé ce commentaire-là. J'ai dit, on n'entend pas ce qu'il dit l'autre bar. On s'en fout, c'est pas son point de vue. Puis on le comprend, drôle, on le sait, on le devine, ou on se projette. Jamais tu sens que tu t'as manqué la conversation, là, tu sais, c'est pas... L'autre chose qui nourrit ma scénarisation. Je ne veux pas mettre de guillemets parce que je scénarise maintenant. Là, je ne me considère pas un scénariste comme mettons, des gens qui ont une vraie discipline et qui en pondent la page dans une année, mais je suis capable d'écrire ce que j'ai de besoin quand vient le temps de tourner. Puis... Tu sais, je suis un TDAH et j'ai pas de problème ou c'est peut-être un problème. Je dors beaucoup quand même devant des films. C'est pas parce que c'est surtout en festival là, des fois j'ai fui un temps où je pouvais avoir 40 films au FFM là. Puis j'ai réalisé une chose en dormant ou en partant dans ma tête puis en écoutant plus le film que dans le fond là, j'ai pas besoin qu'on me dise tout. Tu sais, il y a des gens, qu'est-ce qu'il a dit, recule, ou qui demande à son voisin. C'est pas grave. Moi, je pense que dans un film, sur 100%, j'ai peut-être besoin de 50% de l'info. J'arrive à la fin pas frustré. D'ailleurs, encore plus que ça, encore plus qu'être un peu distrait ou de dormir. Quand je suis arrivé à Montréal, à 22 ans, j'étais bon en anglais, mais j'étais loin de comprendre, puis d'être bilingue, puis tout ce que tu voudras. J'ai grandi dans un village où... Mais j'ai quand même fait un contrat avec moi-même de ne voir que le cinéma dans sa langue originale. Le cinéma en anglais, évidemment, il n'est pas sous-titré. Aujourd'hui, avec les DVD, on peut voir le sous-titre en anglais, là, Netflix, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça non plus. Donc, j'ai passé là, littéralement 2-3 ans là, à me battre, à voir des films en anglais, puis des British, puis des Écossais, mais aussi des Américains, puis dépendamment aussi des États et tout, à comprendre, pas tout ce qui se dit, puis arriver à la fin du film, pas frustré, là. Je les revois aujourd'hui, je vois bien que j'ai manqué des choses, mais c'est pas la chose qui m'a... c'est le fun de les re-regarder. Oui, mais c'est pas si essentiel tout le temps que ça. Fait que c'est dans cette affaire-là que j'ai réfléchi aussi à comment que l'image a sa force. Puis il y a des gens qui sont très puristes du cinéma, c'est de l'image en mouvement.
moi, je pense quand même que c'est un amalgame de tous les arts, ou presque, qui existent. Donc, oui, il y a l'image puis la lumière, mais moi, je pense que le son puis la musique, c'est des éléments importants. Puis voilà, j'ai construit surtout le set, mais aussi les autres qui sont venus après autour de cette idée-là. Ce qui est quand même très intéressant parce que tu passes de un médium dans ta création où les scénarios sont peut-être un peu moins... sont pas moins importants, mais sont déconstruits, tu sais. Puis après ça, tu arrives en télé où juste t'as 10 épisodes, là. Il te faut ton scénario, puis j'ai pas eu la chance de voir les scénarios et le résultat final de ce que tu as réalisé à la télé, mais est-ce que tu te tiens encore beaucoup au scénario? Est-ce que tu fais beaucoup confiance? Est-ce que tu le modifies beaucoup? T'as pas bien le choix, honnêtement. J'en connais peu, je les nommerai pas. J'en connais peu qui s'éloignent des scénarios en télé. Le scénario en télé, premièrement, c'est qui va chercher l'argent, qui va chercher la permission, qui va chercher la lumière verte, c'est le producteur avec l'auteur. C'est un médium d'auteur, essentiellement. Aux États-Unis, au Canada anglais, on le voit bien, les réalisateurs vont et viennent. Puis moi, je viens de faire rupture. Là, avant moi, il y a eu François Bouvier, puis avant moi, il y a eu Marie-Lou Wolfe. Puis après, il faudrait être bien malin, là, ou être dans le milieu pour voir la différence. Le public, là, lui, là, l'épisode de Raphaël ou de Marie-Lou, là, c'est la même chose. Là, fait qu'à un moment donné, il faut respecter ça aussi. Puis... on se bat aussi contre des gens qui ont une manette, un remote control dans la main. Tu dis, 12 épisodes, mais tu pourrais même aller plus loin parce que tu pourrais dire 12 épisodes fois 5 blocs. Ouais. Parce que chaque bloc a son début puis sa fin, puis c'est donc important pour la télé traditionnelle. Fait que là, tu es rendu à 60 courts-métrages, presque. Fait que il faut que tu respectes ces choses-là. Puis à un moment donné aussi, pour que ça se tienne, à quel point tu peux juste flyer une journée, puis le lendemain... c'est pas juste ça, c'est la quantité aussi. Toi, je veux dire, t'en as des affaires dans ta tête dans une journée de tournage. Ouais. Pour le plus récent, c'est Rupture. Vous tournez combien de pages à peu près par jour? Des fois, j'aime mieux pas y penser. Je te dirais qu'en télé, de ce temps-là, une petite journée, c'est une vraie petite journée, là, c'est 10 pages. Là. C'est en bas de 10 pages parce que t'as comme un accident de char... Puis, je veux dire, ça prend vraiment une exception, mais sinon, là, le minimum, c'est 10. Puis, tu peux monter ça. Tu sais, comme nous, mettons, puis là, bon, c'est pas tout à fait juste de le dire, là, mais quand on tourne au palais de justice, premièrement, ça coûte très cher, donc on veut pas s'éparpiller puis aller là trop de jours par année. Mais essentiellement, ça descend plus vite. Tu sais, une page de 3 pages de dialogue ou 2 ou 5, c'est un peu la même affaire. Ouais. C'est des gens debout. Il n'y a pas de mise en scène comme telle. Il y a de mise en scène, il y a placement de caméra, mais il n'y a pas de va-et-vient. Il y a pas de, fait qu'à un moment donné, c'est pas grave de faire peut-être 18 pages. C'est grave pour les acteurs. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour un réalisateur, 18 pages dans ma journée, si tu me dis j'en ai 12, 14 ou 18, je manque pas d'air. Là, si je suis toujours dans le... Pas dans le palais de justice, mais dans l'enceinte, là, dans l'enceinte de la cour. Là. Donc, oui, c'est énorme. Mais ça, je pense pas que c'est soit. Il faut s'approprier le matériel d'une certaine façon. Premièrement, il faut s'annoncer. Là. Je pense qu'il faut. Une fois que tu es choisi, il faut que les gens sachent où tu t'en vas. Faut pas que tu fasses c'est pas un sac à surprise pour le diffuseur. C'est pas un sac à surprise pour l'auteur qui va regarder le premier montage. C'est pas un sac à surprise pour le producteur qui t'accompagne là-dedans non plus. À un moment donné, il faut que tu annonces tes couleurs claires. Après, est-ce que tu es capable de te l'approprier plus fort ou moins fort? Ça dépend de la personnalité, ça dépend du projet. Moi, sur, je ne sais plus à combien je suis rendu, mais sur 8 saisons que j'ai tournées, seulement Fatale Station a été une série que moi, j'ai partie. Toutes les autres, j'ai pris le relais. Nouvelle Adresse, je suis venu faire 3 épisodes dans le milieu d'une saison. Donc, Sophie Lorrain avait établi son affaire. Après, les saisons 2 et 3, c'est moi qui les ai fait, mais il fallait que j'assure une continuité. Blue Moon, ça existait. Cheval Serpent, ça existait. Rupture, ça existait. Donc, je pourrais pas être le meilleur pour te dire à quel point on peut s'accaparer la matière. Moi, je l'ai fait sur Fatale Station. Stéphane Bourguignon, c'est lui qui m'a choisi à la base. L'auteur, basé surtout sur Camion. Il a senti vraiment une filiation, là, un lien fort. Il s'est dit c'est la bonne personne. Mais après, moi, j'ai voulu honorer son travail parce que c'est un scénariste, un auteur que j'admire. Oh, oui. Puis je voulais pas arriver là, puis je voulais comprendre ce qu'il avait écrit d'abord. Puis après l'honorer, mais aussi amener mes affaires. J'ai été choisi, fait qu'amener
mes affaires là-dedans m'annonçaient d'avance. Donc, ouais, ça, c'était la seule série que j'ai conceptualisée, d'une certaine façon, dont j'ai signé tous les épisodes aussi. Mais je pense pas qu'on a tant de marge. Tu sais, aux États-Unis, t'en fais 2 dans la saison, t'en fais 3. Ouais. Tu fais le pilote, tu t'envoies, les gens vont essayer de reproduire un peu ce que tu as fait dans le pilote. Ou toi, tu reproduis ce que quelqu'un d'autre a fait dans le pilote, etc., etc. Les Breaking Bad ou Game of Thrones, je regarde ça, je vois pas de différence, tu sais. Il y a une fois, j'ai fait comme, les plans sont plus larges dans Game of Thrones. Les plans sont plus larges que d'habitude, sont beaucoup plus cinématographiques. Je regardais le nom du réalisateur, puis c'est un monsieur, je sais quoi son nom, mais c'est un Russe. Puis à chaque fois qu'il revient, il y a comme un petit... Mais c'est le seul. Ouais. Je me concentre pas là-dessus non plus. Peut-être si je revisionnais les séries, les saisons, je pourrais voir des subtilités, mais c'est le seul. C'est des petits détails, mais... Donc non, c'est pas la place pour... C'est vraiment d'assurer une cohérence, une cohésion, de mener la grosse barque aussi sur une année complète, tu sais, de rallier tout le monde. On n'est pas juste un capitaine de bateau, on est plus que ça. On peut donner dans la dentelle, autant visuellement qu'au niveau du jeu ou de certaines idées. Mais essentiellement, je pense pas que c'est la place, à moins d'être parmi les auteurs, comme ça arrive. Jean-François Rivard avec les Invincibles, puis Série Noire. On a des exemples. Barry, par exemple, je ne sais pas si Barry sur HBO, tu vois, lui réalise, joue et a écrit. Bill Adler. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est pas pareil, ça. Mais en général, quand on vient nous chercher, il faut respecter le texte. Ben, c'est son personnage aussi, Bill Adler. c'est Barry. C'est Barry Adler. Ben, je veux savoir, moi, justement, quand tu travailles sur un show télé, quand tu reçois le scénario, c'est quoi le premier élément que tu regardes? C'est quoi tu reçois ton scénario, il faut que je le réalise. Tu t'attardes-tu... À quel point, tu t'attardes au scénario, mais c'est quoi ton processus? C'est quoi la mise en marche du scénario à la journée de tournage, genre? Je dirais que malheureusement, souvent, c'est... Je vois la colonne de chiffres, je vois le budget à côté. Ouais. Je le vois. Je peux pas faire autrement. Je suis pas capable de séparer ce gars-là de l'autre gars, tu sais, parce que je sais qu'après, je vais devoir vivre avec ça. Ça, c'est la portion moins fun, là. Parce que somme toute essentielle. Essentiel, mais sinon... C'est une bonne question. Ben, premièrement, est-ce que l'histoire m'intéresse? Mettons, je vais juste faire un pas de côté, OK? Je vais répondre à ta question, mais des fois, on propose... Parce qu'en télévision, quand on vient te chercher, c'est pas qu'on est des tâcherons, là, mais je veux dire, on s'en fait pas offrir 15 à la douzaine. Tu sais, à un moment donné, il faut travailler aussi. Puis, ça va se faire. On vient te chercher, ça va se faire. Fait que t'embarques, puis tu dis, je vais le faire. Tu sais, à un moment donné, c'est un travail aussi. Je vais faire rentrer l'artiste, je vais faire rentrer le gars d'expérience, je vais mettre tout mon cœur, je travaille fort en Christie quand je fais ces affaires-là. Mais quand tu l'offres, tu as comme intérêt à dire oui, dans le fond. Pour toi, puis pour l'autre aussi. C'est plate aussi d'aller dire non au producteur. Il va venir te revoir après. Peut-être que oui, peut-être que tu vas chercher du respect là-dedans, mais c'est un peu dur de dire non à une télésérie, tu sais. Fait que tu le regardes, tu espères que ça va marcher, puis tu te raccroches à ce que tu aimes, tu sais. Puis ce que tu n'aimes pas, ben, tu passes par-dessus, puis tu passes le fer en passer dessus, tu essaies de tout enlever les plis, puis de te concentrer sur des éléments, tu sais. Un acteur qui a été choisi, une actrice qui a été choisie, un personnage, une forme d'humour. Tu sais, moi, par exemple, dans Rupture, avant même de commencer, moi, j'étais content d'avoir la chance, parce que j'ai toujours aimé les films qui se passent dans les palais de justice. J'ai toujours aimé ça, les procès. Que ce soit un avocat retard avec Judd Nelson, que ce soit Mon cousin Vinny, que ce soit JFK... Au nom du père, après ça, nomme-en, mais moi j'ai une grande fascination, je trouve pas ça plate. La plupart du monde qui tourne sur Rupture, c'est les scènes qui aiment le moins tourner. Moi, c'est celles que j'aime le plus tourner. J'adore ça. En tout cas, j'aime les monter et tout. Donc, bref, ça, tu vois, c'est quelque chose à quoi je me suis raccroché avant même de commencer à lire. Quand je lis un scénario de cinéma, là, c'est pas pareil. Parce que là, il faut que je me pose la question. Est-ce que je veux vraiment embarquer avec quelqu'un d'autre que c'est pour moi qui l'ai écrit, là. Moi, j'en ai des histoires à raconter, j'en ai des scénarios dans ma tête puis dans mon ordi, tu sais. Est-ce que je veux raconter ça? Est-ce que je veux passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ça, me faire dire non, arriver aux institutions, me faire challenger?
là, tout à coup, c'est pas pareil. Là, il y a vraiment un combat intérieur. Le combat, il est pas trop long parce que tu le sais assez rapidement, mais là, il faut vraiment que tu trouves le moins de trucs qui te dérangent, le moins d'irritants possible. S'il y a un irritant, un irritant de trop. Alors qu'en télé, les irritants, comme je te dis, je vais apprendre à dealer avec, un peu comme le manque de budget, puis le manque de figurants, puis le manque de ci, puis le manque de jours, puis c'est ça le propre de la job aujourd'hui. Donc, quand il est temps de faire un choix, je te dirais qu'en télé, j'ai pas eu encore... Oui, j'ai quand même dit non, mais de moins le luxe. Puis en cinéma, j'ai dit oui une seule fois. J'ai dit oui à Guraveana. J'ai dit oui parce que c'était la première fois qu'on me proposait quelque chose. J'étais extrêmement choyé et je pensais que peu importe ce que je ferais, moi, dans la vie, que je pourrais sublimer. À un moment donné, un scénario, c'est un scénario. Puis s'il ne me ressemble pas à 1000%, parce qu'il n'y a pas de miracle à faire. Donc, je ne suis pas arrivé à... Je pense... Ce film-là, je ne suis pas arrivé à sublimer. Je ne suis pas arrivé à devenir aussi bon que je pensais l'être ou prétendais l'être. Mais en télé, je pense que oui. Je pense que moi, je me trouve à la hauteur de ce qu'on m'offre, puis je travaille assez fort, puis si c'était pas moi, ce serait quelqu'un d'autre, puis en bout de ligne, on arriverait à un peu moins bon, un peu meilleur. À gauche, à droite, on cocherait des cases différentes, puis, tu sais, je veux dire, Rupture, essentiellement, c'est le texte des deux auteurs avec Mélissa. Après ça, il y a d'autres choses, il y a plein de monde qui interviennent, là. Mais pour moi, tu pourrais remplacer tout autour si tu gardes ces trois éléments-là. Ce show-là existe comme il est, là, tu sais, pour le public en général. Fait que déjà, quand on reçoit le scénario, c'est la sélection. Est-ce que je me vois le faire? Est-ce que j'y vois des éléments qui vont me porter pendant toutes ces heures de travail-là, puis qui vont me passionner assez pour dire que je suis investi de la bonne manière dans ce projet-là. Puis après ça, vient le moment de le faire. C'est, admettons, toi, une semaine avant le début du tournage, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi ta vie? T'es où, là? Est-ce que tu prévois? T'es-tu un gars qui arrive sur le plateau qui dit « OK, aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça ». T'es-tu un gars qui storyboard? T'es-tu un gars qui est... Il y a plusieurs réalités. Je te dirais, quand j'ai fait Fatal Station, il y avait juste 10 épisodes, juste une saison. Il n'y avait rien qui existait avant, il n'y avait rien qui existait après. Puis il n'y a pas une scène qui se ressemble. Donc, tu sais, c'est la scène... C'est la scène à Quincaillerie. Quand tu dis ça, tout le monde sur l'équipe sait où on va être. C'est la scène du baptême. Donc ça, c'est beaucoup plus storyboardé dans ma tête. J'ai jamais fait de travail avec un vrai storyboard. Des shotlists, oui. Des listes de plans à faire, à tourner. Toujours avec la liste souhaitée. Mais après ça, avec un plan B si on manque de temps. Puis bon, mieux tu connais ton matériel, plus tu peux aller à l'essentiel aussi si jamais arrive une tempête ou un retard ou un bris. La semaine qui précède le tournage, même les semaines qui précèdent le tournage, je pense que ce travail-là devrait déjà être fait. Je pense que là, on est vraiment plus dans l'organisationnel, tu sais. Bon, il y a une première visite des lieux de tournage où on va avec le directeur photo décider des angles, décider de ce qu'on va faire, parler de la mise en scène, des déplacements, de l'équipement nécessaire et tout ça. En théorie, c'est fait un peu plus tôt qu'une semaine ou deux avant le début du tournage. Donc je dirais que la semaine avant, c'est du stress, c'est de l'organisation, c'est s'assurer que tout le monde arrive à temps, puis les essayages, les costumes sont faits, puis l'horaire, surtout bâtir un horaire en télé, c'est un méchant défi. Là. On pourrait faire un épisode au complet là-dessus. Là. Ça impacte le scénario, il faut réviser le scénario. Absolument. Les lieux de tournage, tout ça. Donc, mais non, j'arrive préparé... J'arrive préparé, je sais ce que j'ai de besoin pour conter mon histoire. Il y a des choses, quand il y a de l'espace un peu dans le temps, ce qu'on a de moins en moins, ou des espaces dans la scène, ce qui n'est pas toujours non plus souvent en télé, on peut commencer aussi à penser à peut-être une mise en scène un peu plus originale ou une pièce d'équipement, une steadicam ou une grue, ou un mouvement de caméra, essayer des choses. Ça, on le sait d'avance, pas improviser le jour même. On a moins en moins de place à le faire. Quand tu fais 12 pages par jour, qui sont 12 scènes par jour, à un moment donné, si dans chaque scène, il y a 3 personnes, au minimum, pour raconter ton histoire, selon les standards de la télévision, tu as besoin de 4 plans. Fait que si tu fais 12 x 4, tu es 48. Ta journée a 10 heures, tu sais. Fait que fais le calcul. Il te reste quoi, là, vraiment, pour un plan de plus, un plan de plus, un plan de plus, une mise en scène de malade, tu sais. Je te dirais que je comprends pas comment que les autres le font, mais quand je regarde la télé, je sais, ils le font pas.
puis je le fais pas. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Ceux qui arrivent à le faire ont des scénarios moins longs, plus lousses, plus de jours peut-être. Ça coûte peut-être un peu moins cher, mais en général, je trouve qu'il y a comme une espèce de minimum syndical. Après ça, il y a des minimums syndicaux selon les équipes, puis selon les réalisateurs, puis selon les productions qui sont plus beaux que d'autres, là. Qui sont plus intelligents que d'autres, qui sont mieux achevés que d'autres, mais... Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir... ça me rappelle à l'époque que j'ai fait un peu de vidéoclip, rien de spectaculaire, mais tu as ta shot list, tu sais. J'ai besoin de mon vidéoclip. Là, voici les shots que j'ai besoin. Quand je vais avoir ça, j'ai un vidéoclip. Ils sont peut-être pas bons, mais au moins, il n'y aura pas de trou noir dans mon montage, tu sais. Puis après, ben là, tu continues. Fait qu'à un moment donné, c'est ça aussi réaliser, tu sais. Surtout quand tu as tout le temps un gun sur la temple, tu t'assures que tu as ce qu'il faut pour raconter l'histoire, puis après, ben là, tu peux faire de la plus-value. En cinéma, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu décides à l'avance, ça va être quoi ta mise en scène, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui dit quoi, le langage, finalement, la caméra est placée où. Est-ce que cette scène-là se raconte en un seul plan? Est-ce que cette scène va être hyper découpée? Mais j'ai jamais fait de storyboard à proprement parler. Même pour l'accident dans le camion, peut-être un petit croquis. Il y a des DOP aussi qui viennent un peu compenser des fois. Moi, Geneviève Perron, qui a fait la caméra sur camion, est une très bonne DOP, mais est aussi un peu première de classe. Donc, elle... j'allais chez elle faire un meeting, je pensais que je sortirais avec une shotlist, mais finalement, découper des affaires, coller un petit camion sur une bird eye view avec une rue comme ça, puis j'étais comme, wow, c'est malade, tu sais. Après, je sais pas à quel point ça serait... Oups, je sais pas à quel point il va me tuer. Je sais pas à quel point ça serait bien différent si on l'avait pas fait comme ça, mais le fait de même, ça aide à tout le monde à savoir ce qu'on s'en va, puis puis c'est super, là, tu sais, fait que... Mais ouais, moi, connaître son matériel. Puis ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'aussi aujourd'hui, les textes, souvent en télé, arrivent, surtout pour les saisons suivantes, arrivent un peu collés sur le tournage. Tu sais, qu'en saison 1, des fois, ça dort dans l'ordinateur depuis un petit bout, là, mais saison 2, 3, 4, là, tu sais, c'est comme... Puis il y en a beaucoup des pages, là. Tu sais, moi, cet été, c'était 12 fois 60, là, ou 12 fois 50, 12 fois 60. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas faire comme chaque scène va être, tu sais, se distinguer. C'est pas compliqué. Quand tu as 15 scènes à faire dans ta journée puis il y a 10 heures, il n'y en a pas une à laquelle il y a 1 heure d'alloué. Puis on n'est pas dans un show documentaire. Là. L'image est soignée sur Rupture. Je prends sur Rupture un exemple. Ça pourrait être Cheval Serpent, ça pourrait être Fatale Station. Fait qu'à un moment donné, comment aller à l'essentiel rapidement? Ouais. Ben, fait Alma, toi, dans ta journée de tournage, on arrive à la journée de tournage, donc l'équipe... Après 5 saisons, c'était la 5e saison, est rodée. Là, c'est comme tu as dit, quand tu dis on tourne Entrée du palais de justice, le monde, ils savent comment le couvrir. Fait que toi, ta job, pendant la journée, tu es plus avec les acteurs, les actrices. Ça ressemble à quoi? Ben, je sais pas à qui on parle exactement, mais si on y va au néophyte un peu, là, moi, je prends le temps de faire ce qu'on appelle un blocking, une mise en place. Et je ne veux pas qu'on filme la mise en place. Je te dirais pas que c'est fréquent, mais il y a des gens qui le font. Donc, moi, je veux vraiment qu'on prenne le temps de trouver la scène. Puis si on perd pas, mais si je prends 5 minutes, 7 minutes pour le faire, il y a bien des gens qui vont soupirer, là, puis qui vont tourner des yeux, mais moi, je pense que ça, c'est essentiel. Et pour moi, c'est le plaisir du travail aussi. 7 minutes, c'est un luxe. On parle plus de genre... Prends le temps de la scène, là, puis multiplie par 2, gros max. Mais là, on parle pas. Puis pendant le blocking, ben là, il faut que ta tête soit ouverte, pour les acteurs, pour voir un peu ce qu'ils sont en train de faire, les placer, les aider à se placer, mais aussi comment les petites fautes ont été ajustées. Il faut aussi que tu penses caméra. Des fois, les choses s'imposent. Comme moi, la gang avec qui j'ai fait, par exemple, Rupture 5, c'est presque à 80%, c'est la même gang avec qui j'ai fait Blue Moon 3, Cheval Serpent, Rupture 4. Rupture 5. Donc, à un moment donné, on se connaît un peu, on connaît l'essentiel, on connaît nos valeurs qu'on aime et tout ça, les plans. Non, mais pendant le blocking, c'est là en général, parce que sur Fatal, c'était pas pareil, j'avais un peu plus de temps, puis on se connaissait pas tout le monde. C'était un one-shot deal, cette série-là. Donc, c'est pendant le blocking que je garde un œil ouvert sur où on met la caméra, comment on va se placer, comment on va se découper ça, parce que même si je l'ai préparé dans ma tête chez moi, on est tributaire du soleil, on est tributaire d'un paquet d'affaires, on est tributaire d'une pièce de décor qui a été oubliée, on est tributaire... Bon. Donc, je garde un œil ouvert pour la caméra, mais le DOP aussi. Puis après ça, écoute, c'est comme un caucus à l'impro, là. Tu sais, comme 30 secondes pour trouver toutes les réponses puis toutes les solutions d'une shot, tu sais.
Puis de ça, après, ben, on s'annonce. Avec le premier assistant réalisateur ou réalisatrice, on dit... Le premier assistant réalisateur ou réalisatrice, on dit OK, gang, on commence ici, plan large, telle affaire. Après ça, on s'en va là, faire ce coverage-là, ce coverage-là. Ce plan-là, on va venir le faire ici. Là, je parle comme si... je parle pour les gens qui voient le vidéo, mais ceux qui sont dans la maison. En audio, ils ne voient pas, mais on va faire un plan large. Ensuite, on va faire un plan sur toi, par exemple. Après ça, on va faire le plan sur moi. Puis peut-être juste pour la fin de la scène, on va faire un extrême gros plan qu'on va venir faire en contre-plongée. Puis là, on annonce ça à tout le monde. Puis là, le bateau part. Puis ça va vite. De même, tout le temps en tas. Puis les gens qui font District 31, c'est encore pire parce qu'il y a une autre réalité qui est de produire un show par jour. Ouais. Donc, c'est sportif. Si tu n'arrives pas à trouver le plaisir là-dedans, fais-le pas. Sinon, tu vas être malheureux à mort. C'est pour ça aussi, je pense pas que c'est une question d'âgisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vieux réalisateurs et réalisatrices qui travaillent présentement en télévision. C'est peut-être pour cette raison-là. C'est pas parce qu'ils ne seraient pas capables, c'est peut-être juste parce que ce serait juste trop plate pour eux ou insultant. Ou tu comprends? C'est comme un moment donné, si toute ta vie, tu as fait des grands meubles Louis XIV, puis on te demande de faire du Ikea, peut-être tu vas faire comme gars, je veux juste faire autre chose finalement. Fait que moi, je trouve mon plaisir quand même là-dedans, ayant fait beaucoup de télévision live, ayant fait beaucoup de variétés, ayant fait beaucoup de documentaires. Je trouve mon plaisir dans cette production sportive-là, mais c'est littéralement ce que c'est devenu. Ouais. Puis ceux qui font de la réalisation non sportive, ça paraît un peu dans le rythme de leurs œuvres en télévision. Et je suis pas sûr que c'est toujours heureux. Donc, mais je peux me tromper. Écoute, on a fait la journée de tournage. Ouais. Il va te rester le montage. C'est quoi ton implication quand tu fais de la télévision dans le montage? C'est toi qui est monteur, là. Ben... Qui a fait du montage? À cause de la réalité qu'on est souvent collé sur la diffusion, à cause qu'on tourne pendant 3 mois, puis il faut que ça avance, il y a un monteur qui travaille tout seul, avec son assistant, ses assistants, mais il y a un monteur qui prépare. Donc, en général, en télé, quand tu arrives dans la salle de montage, on te présente des scènes déjà montées, souvent un enchaînement de scènes, surtout quand c'est une première saison. Et quand c'est une deuxième ou une troisième, dépendamment de quel producteur tu travailles aussi. Moi, je travaille avec Fabienne Larouche, qui a quand même un bon input et apport dans ses productions. Souvent, je vais arriver en montage. Les producteurs n'ont rien vu encore à ce moment-là. Ça se passe strictement entre moi et le monteur. Mais je vais arriver en montage, je vais voir presque des fois des épisodes finis. Ben, pas finis, mais assemblés au complet, avec de la musique. Et de là commence le travail. En cinéma, c'est pas comme ça. En cinéma... Il y a des scènes qui se montent dans ma face. Il y a des scènes où je fais comment je peux expliquer au fur et à mesure. Je suis sur le divan, en arrière, à côté, faire une sieste. Je peux être sur mon iPhone, mais je peux aussi être très impliqué. Je peux quasiment avoir les mains presque sur le clavier. Parce que, en général, le monteur t'attend avant de commencer, ou en tout cas, bref. Mais en télé, vraiment, il faut que ça se fasse. Fait quand on te présente, lui te présente la chose qui a le mieux deviné de ce que tu voulais faire avec les notes de la script. Parce que la script, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui accompagne les acteurs dans leur courbe de saison pour que les gens sachent j'arrive d'où puis je m'en vais où. Là. C'était quoi la scène avant, c'est quoi la scène après. Va aussi les aider avec les raccords, donc la hauteur de l'eau dans le verre d'eau, la longueur des cigarettes. Je me levais sur tel mot, je prenais ma sacoche sur tel mot. Bon. Et en plus de tout ça, ce que le monde savent peut-être un peu moins, c'est aussi la mémoire du plateau. Donc, va écrire sur sa feuille c'était quoi la lentille, la caméra est à combien de pieds de l'acteur, c'est quoi l'ouverture, etc., etc. Mais aussi va communiquer au monteur dans ce rapport-là mes préférences. Donc, ça, c'était la prise que j'aime. Ça, c'est la prise que j'aimerais, c'est le plan que j'aimerais pour ouvrir la scène. Si je fais ce plan-là, c'est parce que je veux qu'il serve là strictement. Puis toutes ces notes-là, elle les communique au monteur. Le monteur, après, c'est pas la Bible. Là. Il veut dire il y a de la marge, il peut me proposer autre chose. Mais au moins, il sait ce que j'avais en tête pendant que je tournais, puis lui, il n'était pas là. Ouais. Ou elle n'était pas là. Donc, moi, après, ce que je vois, ben, c'est soit c'est largement influencé par ce que j'ai commandé, mais aussi largement influencé par la personnalité du monteur. C'est une espèce de pas de compromis, mais de mélange des deux. Puis après, on essaie de faire le ménage là-dedans. Ouais. Après, on peut changer des scènes d'ordre. On peut décider de changer la fin d'un bloc. On peut
couper des phrases, parce qu'on fait comme, il me semble que c'est 3 fois qu'on l'entend, cette phrase-là. On peut allonger un silence, le raccourcir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et après avoir fait ça ensemble, là, on présente ça au producteur. Et après, les notes du producteur, on présente ça au diffuseur. Et après, on a des notes du diffuseur. Puis après, on arrive à la version finale. Mais le réalisateur en télé peut pas être présent en salle de montage comme il voudrait l'être ou l'est sur un long métrage. Est-ce que tu serais prêt à dire que, tu sais, si en cinéma on considère le montage comme la troisième écriture, penses-tu que c'est encore le cas en télé? C'est-tu encore une troisième écriture? Moi, je pense que non. Je pense que quand tu as recours à la troisième écriture en télé, c'est parce qu'il y a eu un problème en amont. Okay. Il y a un problème de scénario ou de réalisation, de tournage ou un accident, un imprévu. Mais je pense que si tu as recours à la troisième écriture, c'est parce que ça ne s'est pas incarné comme tu le souhaitais. Il y a un côté beaucoup plus essai et erreur en cinéma. Pas essai et erreur, mais essai un peu plus lousse, un peu plus de... On a de la latitude. Oui, mais en télé, il faut vraiment... Probablement, on n'a pas le temps de tourner du superflu. Puis deux, ça a été approuvé par tout le monde, ce scénario-là. T'sais. À un moment donné, là, c'est tellement long. Là, les scénaristes, le producteur versus le diffuseur. Puis à un moment donné, les gens se sont entendus sur c'est ça qu'on tourne. Donc, le réécrire, c'est possible, hein, ceci dit. Je crois que la saison 1 de Minuit Soir, je pense que c'est bien différent de ce qu'il y avait sur papier. Je pourrais pas rentrer dans les détails, même si Pod est un bon ami, là, mais je sais qu'il y a un changement de ton, puis il y a eu des choses qui sont apparues puis qui ont disparu là, suite au tournage, mais... moi, en tout cas, à date, pas vraiment. Tu sais, Fatal, j'aurais pas pu, comme j'ai dit tantôt en début, j'aurais pas pu passer outre cet auteur-là qui est Stéphane Bourguignon, autant pour des raisons morales et éthiques que pour des raisons pratiques, là, et légales même. Donc non, j'ai pas trop l'impression. Oui, tu peux le faire, mais c'est ça. C'est très difficile. C'est peut-être... pas souhaité, je pense. Non, c'est ça. Écoute, le temps file, ça n'a pas du bon sens. Toujours. Ah là, il va falloir qu'on se revoie. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour toi. Pas de problème. Je mets de côté toutes les questions que j'avais. Pour vrai, il faut vraiment qu'on mette fin à cette merveilleuse aventure. Mais avant de partir, ce que moi j'aime bien, c'est... J'aimerais ça avoir un bref conseil de ta part pour quelqu'un qui est dans ma posture. Je viens de m'équiper pour faire de la pige. Ouais. Je commence à me lancer. J'écris mes scénarios. Ouais. Mais j'ai pas encore approché des institutions. Ouais. Un truc là, concret là, que tu pourrais me donner. Je vais donner le truc que je me donnerais moi. Parce que la réalité a beaucoup changé. Là. Mm-hmm. En peu de temps, hein, j'ai 45 ans, j'ai commencé à faire du cinéma littéralement à 32, du court-métrage à 30 ans. C'est qu'en 15 ans, là, pour moi, ça a changé du tout. Si j'avais mon 30 ans à moi, parce que j'ai commencé un peu tard, aujourd'hui, moi, je m'assurerais de faire pas d'argent, mais avec une Christie de bonne histoire, puis en mettant tous les moyens techniques possibles, là, un bon court-métrage. Et après ça, je ne m'assoirais pas sur mes lauriers, je m'arrangerais pour qu'ils se promènent le plus possible en festival, quitte à investir, je ne sais pas combien d'argent, mais un peu d'argent pour les inscriptions, parce qu'il y a des festivals qui demandent des inscriptions payantes. Mais j'irais all-in pour que ce film-là, un, m'aide à trouver ma voie, et deux, qui me ouvre le chemin. Et après, je ne perdrais pas trop de temps, surtout si tu as fait des écoles, surtout si tu as déjà tourné d'autres affaires. Je ne perdrais pas trop de temps à tourner encore d'autres courts-métrages. Je pense que j'irais tout de suite, moi, au micro-budget. Je l'écrirais, ce film-là, en connaissance de cause. Moi, j'ai toujours écrit en connaissance de cause. J'ai jamais flyé sur un budget. J'ai toujours écrit selon l'argent que j'estimais possible d'avoir. Donc, j'écrirais un film en me disant qu'est-ce que je peux faire comme film au micro-budget à 250 000. Apparemment, c'est pas si compliqué que ça à aller chercher cette subvention-là. Puis je le ferais avec le plus grand sérieux. Puis je pense qu'à partir de là, bon, après, je sais pas comment tu gagnes ta vie, mais ça, il faut continuer à le faire. On n'a pas le choix. Puis tourner tout ce qu'on peut tourner, faire des rencontres, des podcasts, tout ça. Bon, continuer à regarder beaucoup de cinéma, évidemment. Mais le court-métrage qui te donne la validité, peut-être que tu l'as déjà, remarque, mais de demander de l'argent pour le micro. Mais moi, j'irais. Puis je me lancerais dans le micro-budget aussitôt que possible, en fait. Sans trop rusher, là. Ça veut pas dire que c'est comme sur une fenêtre d'un an, là, mais je veux dire, je ferais pas comme je le ferais pas, ça. Je vais passer tout de suite au budget à 1,5, 2,5, 3 millions. Mais je ferais pas non plus... je vais le faire là, coûte que coûte là, dans 3 mois. Mm-hmm. Mais je pense... on se lance un court-métrage
peut-être série web, je sais pas si c'est peut-être un peu trop gros. C'est quoi la différence pour toi? Y a-t-il une différence? Ben, une série web, On n'en a vraiment pas parlé, mais... Une série web, pas d'argent, pourquoi pas? Une série web avec de l'argent, ben là, c'est encore là. Il faut que tu l'écrives, que tu sois approuvé. Ça peut être assez long. À moins d'aller chercher le FIP, même là, un peu laborieux. Ça se fait aussi. On peut tout faire ça on the side. Mais moi personnellement, là, c'est vraiment... Toutes mes kinos, là, j'ai concentré en un beau court-métrage, le fun fort, parce que j'avais de l'expérience dans d'autres choses. J'ai fait d'autres affaires, mais il faut tourner le plus possible de toute façon. Mais je pense que j'irai chercher à 30 ans du moins. Si je recule au moment où j'étais là, quand j'ai décidé que je me lançais, là, parce que le court-métrage va te permettre d'être éligible à aller au micro. Ouais, c'est ça, on est obligé. Ben, c'est ce qui est bien de l'INIS, là, puis je vais recevoir le directeur général dans pas longtemps pour qu'on en jase vraiment, mais c'est que nos 2 courts-métrages étaient directement en première au FNC, puis fait on est déjà éligible dans le fond. Ils s'assurent vraiment qu'on puisse faire ce genre de demande-là. Ben, à partir du moment où tu as l'impression que tu as trouvé ta voie puis que tu as la confiance en toi, moi je pense... En fait, c'est ça qu'il faut aller chercher plus qu'un court-métrage, là, mais ça te le prend de toute façon. Mais à partir du moment où tu crois en toi, là, à partir de ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas snobber le micro-budget. Il ne faut pas non plus procrastiner. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Ou des conseils des arts. Moi, comme je disais tantôt, la cinéaste que j'ai plus envie de suivre pour les prochaines années, c'est Sophie Bédard-Marcotte. Pourtant, ses films sont peuvent avoir un peu bancal, un peu artisanal, tout ça. Ouais. Et puis tu dis confiance en soi, puis moi, je suis comme... Même si être un peu fragile, là... peut-être s'accrocher à un sourcil de confiance parce que d'attendre d'être hyper confiant, ça arrivera peut-être jamais. Là, non, mais juste assez pour pouvoir t'asseoir et te confronter toi-même à ton ordinateur. Parce que moi, ça a été vraiment ça le combat. Passer 10 ans avec des amis à faire comme pourquoi on tourne pas, puis nous autres, mais qu'on arrive, on va être bon, on va être meilleur que les autres. Tout ça, c'était comme on frontait, mais chacun retournait chez nous le soir, puis l'ordi restait fermé. Ben, même si c'était une dactylo à l'époque, là, mais on y allait pas, là, tu sais, y allait pas, puis faut y aller, tu sais, c'est surtout ça. Il faut se lancer. Ouais. Le kino, c'est peut-être aussi une bonne manière justement de se péter la gueule une couple de fois. Ben oui, mais il faut que je pense que ce que j'ai appris de kino, il faut que la gang te ressemble. Parce qu'il n'y a pas tous les kinos qui se valent, puis pas toutes les vagues qui se valent. Fait qu'à un moment donné, il faut que Kino te tire vers le haut. Moi, j'ai eu l'impression des fois qu'il y aurait pu y avoir des éditions de Kino qui m'auraient peut-être tiré par le bas. Okay. Mais ça dépend de comment tu es aussi. Moi, je suis un peu sensible à ces énergies-là, puis moi, je pense que c'est pour ça que j'aime ça vanter la gang qui était là quand je suis arrivé, parce que je pense qu'eux autres m'ont permis de... Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains temps pour monsieur... J'attends une réponse pour mon long métrage. Ça fait vraiment longtemps. Ça a été très ardu, le financement de ça. Ça l'est encore, mais si ça décolle, ça va être tournage l'an prochain. Les réponses arrivent quand même tard, dans le coin de Noël. Donc, pour l'instant, je suis un peu fermé à tous les autres projets. Parce que si je dis oui à quelqu'un, à peu près, je ne peux pas me décommander. C'est un peu mal vu. Donc, j'espère vraiment, vraiment, vraiment faire mon film qui va être un peu... écoute. Pas une suite, vraiment pas une suite de camions, mais qui a un lien de famille, qui serait tourné essentiellement dans les mêmes éléments, si je peux dire, mais qui est vraiment une autre histoire, puis une autre énergie, puis un autre genre même, mais qui conserve les mêmes éléments. D'ailleurs, si possible, je ramène Julien Poulain dans un autre rôle, mais fait que c'est vraiment là-dessus que là, présentement, c'est là-dessus que mon focus est mis, là, fort. Je souhaite de tout cœur le voir. Je suis tombé en amour avec Camion. Vraiment, là, puis j'aimerais ça, c'est qu'on a 1 heure et qu'on va en parler. J'ai vraiment aimé d'amour ce film-là. J'avoue que j'étais excité à l'idée de te rencontrer, mais après l'avoir écouté, j'étais un peu rendu gaga. Non, je suis vraiment fier, puis ça m'a vraiment ouvert plein de portes. J'ai pas fait ce film-là pour faire la télé, mais ça m'a ouvert les portes de la télé. Puis j'ai pas fait ce film-là pour voyager, mais ça m'a fait beaucoup voyager. Ça m'a fait rencontrer des gens, aller chercher... une certaine autorité, je te dirais, dans mon domaine. Fait que, puis écoute, je l'aime mon film, j'aime les gars qui sont dedans, j'aime les gens avec qui je l'ai fait, j'aime le souvenir. Mais je vais en une phrase, je dirais, à mon sens, pourquoi ça t'a ouvert autant de portes, c'est parce que t'as créé... Si tu veux suivre des personnages pendant 10, 12 épisodes, pendant plusieurs saisons, il faut que tu t'attaches à ces personnages-là. Puis je trouve que la manière dont on s'attache à tes personnages, il y a pas... En peu de mots, là, je me suis senti tellement proche d'eux, puis qu'ils ont une réalité complètement... En tout cas, pour vrai, là, je suis super gros attaché à ces personnages-là en 1h20. Fait clairement que... ben c'est gentil parce que c'est vraiment un peu... c'était un peu mon pitch de vente, là, parce que j'ai pas une grosse histoire. On aurait pu parler du scénario de ce film-là. Je reviendrai un jour, si tu veux, quand tu auras fait le tour des invités, mais j'ai pas une histoire spectaculaire non plus, puis mon pari, c'était...
c'est 3 hommes qui ont leurs défauts, puis ils vont faire des petits pas de bébé pour s'améliorer, puis à la fin, on va les retrouver un peu transformés, mais pas tant que ça non plus, mais on va les avoir accompagnés là-dedans. Bref, je voulais vraiment y aller dans le... D'ailleurs, le premier prix que j'ai gagné avec ce prix-là, c'est un prix œcuménique, qui est un prix qui récompense les valeurs humanistes du cinéma, qui ne veut même pas dire que tu as fait un bon film puis que tu es un bon cinéaste, mais qui récompense, dans le cadre d'un festival, les valeurs humanistes de ton film. Qui jadis, c'était un prix religieux, les plus aujourd'hui. Puis ça m'a fait plaisir. Des fois, on pourrait revenir au Québec avec un prix comme ça, comme un espèce de prix de consolation ou de médaille de bronze. Mais, pourquoi tu fais du cinéma? T'sais? Mais c'est ça. Moi, surtout pour ce film-là, je l'ai pris vraiment avec honneur. Là, écoute, est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur les médias sociaux, sur Twitter? Ouais, je suis vraiment con sur Twitter. Parfait, ça. Je suis vraiment Rafa74, je sais pas. Les réseaux sociaux, c'est une patente, mais ouais, je suis vraiment... Facebook, il est comme privé, j'accepte pas tout le monde. Ouais. Je veux pouvoir l'échapper un peu. Sur Twitter. Mais sur Twitter, je joue un peu au con. Des fois, je me dis, faudrait vraiment que je me concentre sur le cinéma, tu sais. Mais je me mêle de politique, de niaiserie, je mets des mimes. Fait que les gens ils font bien ce qu'ils voudront. Merci énormément, Raphaël. Merci à toi. Merci et bonne continuation. Continuation. Merci de faire ça. Merci, bye.